Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'inviter un ami et partenaire, Amine, qui est en fait le dirigeant, le créateur en fait du cabinet Exilio, qui accompagne les e-commerçants, les dropshippers et pas mal justement de personnes de ma communauté et de mes clients dans son cabinet pour justement les accompagner dans tout ce qui va être création de société, création de structure et que tout soit bien carré de A à Z quand tu fais du e-commerce, quand tu fais du dropshipping, que tout soit bien structuré. C'est aujourd'hui très important si justement tu vas avoir une vision long terme. Donc, merci Amine justement d'avoir accepté cette interview-ci. Dans cette interview, on va répondre en fait aux questions principales que ma communauté dropshipping et e-commerce pose sur le plan en fait juridique et fiscal. Et on fera un deuxième épisode où ensuite on répondra à toutes les questions fiscales par rapport aux crypto-monnaies. Mais donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est e-commerce et sur tout ce qui est dropshipping avec un expert en face de nous. Donc, merci Amine pour cette interview et merci justement d'avoir accepté de partager tes connaissances sur ma chaîne YouTube en public, quoi. C'est un plaisir de participer dans cette vidéo. C'est toujours un plaisir aussi de t'accompagner tes clients depuis plusieurs années maintenant. Yes, top. Juste en deux mots, Amine, est-ce que tu peux te présenter brièvement en une minute qui tu es en fait et qu'est-ce que c'est le cabinet Exilio pour ceux qui ne te connaissent pas encore, quoi. Alors moi, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et je suis le fondateur du cabinet Exilio, qui est un cabinet d'expertise comptable, de comptabilité et de fiscalité spécialisé dans les métiers d'e-commerce, de dropshipping principalement. On fait Ok. aussi tout ce qui est formateur, on accompagne les formateurs aussi. On accompagne aussi les personnes qui font de la crypto-monnaie. On accompagne aussi les agences digitales et de marketing, tout confondu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser vraiment des questions un peu plus précises, pourquoi en fait est-ce que tu as eu la volonté de te diriger dans ce domaine-là? Parce que c'est vrai qu'en tant que comptable, on pourrait se dire, expert comptable, je vais me diriger vers vraiment des métiers beaucoup plus classiques. Pourquoi avoir été finalement vers cette difficulté-là? Parce que c'est vrai que d'un point de vue fiscal, vu que tout est nouveau, parfois il y a certaines difficultés que d'autres métiers plus anciens n'encontrent pas par rapport à des questions fiscales, etc., quoi. Alors, c'est venu un peu par hasard parce qu'avant de m'installer à mon compte, j'ai travaillé dans des grands groupes à Paris, à la Défense pendant des années. Et là, j'étais amené à traiter par hasard un portefeuille client de grosses boîtes, des fois même cotées en bourse, qui font de l'e-commerce. En partant de là, pour finaliser ma formation, je devais écrire on va dire ça, une thèse de doctorat sur un sujet que j'aurais choisi. Et j'ai choisi la fiscalité en dropshipping. Et c'était le premier mémoire en France d'expertise comptable qui traite de ce sujet-là. Et du coup, en partant de là, j'ai commencé à bien maîtriser le sujet. Et quand j'ai lancé le cabinet, bah, c'était naturel de se lancer vers cette spécialité-là qui n'existait pas d'ailleurs. Il n'y avait aucun cabinet en France qui était spécialisé en dropshipping. Ok, ok, intéressant, super intéressant. Et ouais, donc tu as vraiment été positionné dans cette niche-là. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le gros problème, en fait, moi que je remarque des gens de ma communauté qui soient belges ou français, donc aujourd'hui, on parle vraiment exclusivement pour justement les Français en grande partie. C'est vrai que le gros problème, c'est que quand tu vas avoir des comptables ou des experts comptables qui sont là implémentés depuis des années et qui ont l'habitude de traiter avec des corps de métier, on va dire classiques, entre guillemets, tu arrives avec des dossiers de dropshipping, e-commerce ou crypto, ces comptables-là sont perdus et la plupart du temps, ils te donnent en fait des mauvais conseils à implémenter justement dans tout ce qui va être la fiscalité de ton business. C'est comme ça que tu peux faire des erreurs, que tu vas pouvoir avoir des problèmes potentiellement avec le fisc aussi. Donc ça, c'est super que toi, tu sois vraiment spécialisé là-dedans pour toutes les personnes qui sont justement plus avancées dans tout ce qui va être technologie, etc., pour pouvoir être accompagné de la meilleure des manières, quoi. C'est ça, exactement. Donc, par rapport à Xilio, on peut voir donc que enfin, vous êtes vraiment spécialisé justement dans le e-commerce. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer m'expliquer quel type de prestations est-ce que vous proposez justement à vos clients qui font du e-commerce, qui font du dropshipping? Qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces clients-là, quoi? D'accord. Ben, en fait, le but, c'est d'accompagner vraiment l'e-commerçant de la création de sa société et tout au long de la vie de sa société. Donc, ça commence déjà par la création de sa société. Donc, on l'accompagne sur l'aide et au conseil au choix du statut juridique. Il y a plusieurs types de sociétés qu'on peut créer en France avec plusieurs types d'options fiscales qu'on peut choisir. Donc, le but, c'est vraiment de l'accompagner pour, dès le début, être sur le bon statut juridique et optimiser fiscalement sa structure dès le départ. Et puis tout au long de la vie de sa société, on va tenir sa comptabilité, faire ses déclarations fiscales, le conseiller, parce que l'un des points les plus importants de la mission de l'expert comptable en général et d'Exilio aussi, c'est le conseil du client. Donc on va l'accompagner dans plusieurs problématiques. Ça, c'est le volet conseil. Et puis voilà, toutes les déclarations fiscales seront faites aussi par le cabinet. Ok, ok. Moi, une petite question qui me vient en tête comme ça, c'est comment ça, parce que c'est vrai que nous, justement, dans le métier du e-commerce, du dropshipping, on a souvent besoin de solliciter, en fait, notre expert comptable parce que on a
des questions très pointilleuses où il faut réagir rapidement, que ce soit par rapport à la TVA, par rapport à est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça. C'est quoi en fait vous votre niveau de réactivité? Parce que ça, je pense que c'est important à savoir pour les personnes qui te découvrent et qui découvrent le cabinet. Parce que moi, j'ai travaillé avec plusieurs comptables justement en Belgique avant, où justement le niveau de réactivité est pas très bon. Tu dois attendre longtemps avant d'avoir une réponse. Comment ça se passe du coup chez vous? Bon, c'est vrai que les e-commerçants, je travaille beaucoup avec des jeunes qui attendent beaucoup de réactivité. Donc nous, pour répondre à ce besoin-là, ce qu'on a mis en place, c'est une ligne WhatsApp qu'on utilise aussi souvent toi et moi, sur laquelle le client peut nous envoyer ses questions, que ce soit, on peut créer aussi des groupes s'il y a plusieurs associés sur la boîte. Donc ça permet d'avoir une réactivité supérieure. Des fois, je suis pas au bureau, je peux répondre quand même à ce message-là. Donc ça c'est vraiment un moyen super utile de répondre à ce besoin de réactivité pour les e-commerçants, par exemple. Bon, bah ça, c'est top, c'est bon à savoir. Et c'est vrai que c'est assez rare justement d'avoir des comptables ou experts comptables présents sur WhatsApp qui répondent directement. Donc ça, c'est vraiment un super point aussi à ce niveau-là. Autre question, moi, que justement, on me posait, enfin, que ma communauté me posait, c'était comment, en fait, se porte la société e-commerce que tu traites, en fait? Comment, c'est quoi? Est-ce que c'est des grosses boîtes vraiment d'e-commerce? Est-ce que c'est des plus petites? C'est quel type de société vraiment d'e-commerce que tu accompagnes dans ta clientèle? Alors, je vais présenter un peu le type de client que j'accompagne et je vais aussi parler de comment est le marché aujourd'hui d'après les chiffres que je constate. Alors, nous, on a Mhm. des sociétés de toute taille, des petites sociétés qui commencent, une personne seule qui veut se lancer et qui veut créer sa société. Donc, on va l'accompagner, juridique, fiscal et comptable, et des fois, elle atteint de beaux chiffres derrière. Après, on a des boîtes qui nous rejoignent, qui sont déjà bien établies, qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que la plus grosse boîte qu'on a en dropshipping, elle doit faire autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais OK. en règle générale, en moyenne, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus autour de 500 000 en moyenne. Mais OK. voilà, il y a une partie qui fait moins de 500 000 et une partie qui fait un peu plus. Mais ça se porte bien. Alors, ce que j'ai remarqué, on a plusieurs clients, en nombre de boutiques, chaque client a plusieurs boutiques. En termes de boutiques, je dois en avoir quelques milliers qu'on traite chaque mois pour tous nos clients. Et des fois, il se peut que plusieurs clients vendent le même produit, etc. On peut Mhm. voir, par exemple, pour deux clients différents, il y en a un qui doit faire 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires avec ce produit-là et un autre qui n'arrive pas à faire une vente ou deux. Donc, moi, ce que je dis, ce n'est pas le marché de dropshipping qui ne fonctionne plus ou autre, mais c'est peut-être en fonction de la personne qui est derrière. Ouais. Mhm. Ouais. Donc c'est plus De ce ça, que, mais de ce ça qu'elle a dans marche. sa tête, des informations et de la manière dont elle va faire son marketing aussi, quoi. Exactement, voilà. Mais ça marche. Mais pour les clients qui savent comment vendre, qui ont les skills qu'il faut, ça marche très bien. Ouais, 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 ouais. Mais justement, que tu parles de ça au niveau que tu as, voilà, que tu as des clients qui ont du mal à vendre et d'autres qui vendent énormément justement leurs produits sur leur site. Pour toi aujourd'hui, si tu compares justement le dropshipping d'aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans au niveau de ta clientèle, est-ce que justement c'est un marché qui continue vraiment à évoluer? Est-ce que tu as de plus en plus toujours de clients qui viennent et qui font du dropshipping? Ou bien justement c'est plutôt un marché en récession à ce niveau-là en fait? Mais qui dit récession, on dit peut-être aussi que ça va laisser plus de place pour les acteurs vraiment sérieux par rapport à avant. Il y en a eu vraiment toute une vague de personnes qui sont C'est venues. ça. Alors, il n'y a pas eu de récession pour nous niveau volume au cabinet, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça s'est écrémé un peu. De plus en plus de clients qui font du chiffre, des gros chiffres. Mhm. On a de moins en moins de clients qui vont lancer une société juste pour tester et puis Ouais. 6 mois, un an après, ils vont la fermer. Yes. Donc en fait, ça a vraiment permis comment expliquer, de professionnaliser le marché en fait. Donc c'est vraiment les acteurs professionnels qui Exactement. restent sur le marché par rapport à avant. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'avant, ben, tu pouvais commencer le dropshipping super facilement. Tu pouvais créer un compte Stripe à ton nom il y a encore 4 5 ans et faire finalement vraiment, je vais le dire, faire de la merde en fait vraiment sur les Ouais. marchés et vraiment faire n'importe quoi. Tandis qu'aujourd'hui, ben, toutes ces grandes structures-là ont bien compris qu'aujourd'hui, ils veulent aussi traiter avec des clients professionnels qui ont des structures. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une structure si tu veux faire du commerce, tu veux faire du e-commerce, etc. Aujourd'hui, c'est super important de se professionnaliser dès le début pour avoir une vision long terme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins d'acteurs sur le marché, mais ces acteurs-là sont plus sérieux et ont pris justement toutes les parts de marché que tous les petits avaient avant, quoi. Une autre question, ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais c'est toujours bon d'avoir ton avis vraiment sur cette question-là. Est-ce que selon toi, le dropshipping est mort, comme disent certains, ou bien est-ce que pour toi, il va encore continuer justement dans le futur, quoi? Moi, je ne suis pas un professionnel de l'e-commerce en dropshipping comme toi, tu peux l'être, mais j'ai une vision chiffre derrière. Donc moi, si je peux laisser juste les chiffres parler, pour moi, aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de clients. Comme je t'ai dit, là, surtout là, sur le Q4, il y a des chiffres hallucinants qu'on a vus. Plusieurs millions d'euros par mois de ventes sur des clients. Donc pour moi, ça marche toujours, oui. Ça Ouais. marche toujours, oui. Ok, ok.
Ok, le dropshipping n'est pas mort, c'est aussi la conclusion que moi j'ai. Pour moi, il existera toujours, ça va juste être la manière de le faire, les différentes stratégies, les nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver, et savoir juste être plus malin que les autres, en fait, et prendre en fait, le bénéfice qu'on va pouvoir tirer de chacun des réseaux sociaux, comme TikTok, par exemple. Aujourd'hui, on peut faire vraiment des chiffres hallucinants avec cette plateforme-là. Par contre, si on continue à faire la même stratégie qu'avant, ben, ça va être assez compliqué justement d'avoir des gros résultats, comme peuvent avoir certains aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et, Euh, et puis, si je peux rajouter une chose, c'est que le ouais, dropshipping, pour moi, c'est juste un moyen de se sourcer qui est très exact. intelligent, qui est utilisé aussi aujourd'hui par des boîtes qu'on connaît tous, des boîtes internationales. Donc, pour Ouais, moi, c'est il y a ça, pas de exact. question, voilà. Exactement, le dropshipping, en fait, il a toujours existé. On peut, peut-être que tu as connu aussi, mais avant, moi, je me souviens quand j'étais plus petit, on recevait des catalogues à la maison de la Redoute, etc., où tu pouvais commander des vêtements, tu appelais, tu recevais les vêtements parfois 2 ou 3 mois plus tard, mais c'était du C'est ça. dropshipping, en fait. C'était juste que Exactement. la stratégie marketing n'était pas en ligne, c'était que tu recevais un catalogue dans ta boîte aux lettres. Aujourd'hui, les stratégies marketing, ça a été les influenceurs, publicité Facebook, TikTok, et ça va encore évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste encore une fois, quand tu es professionnel, que tu as des produits de qualité, ça marche toujours. Mais encore une fois, vraiment, moi, j'insiste là-dessus, et c'est pas parce que je suis avec toi dans cette vidéo, mais si aujourd'hui tu veux réussir en dropshipping, que tu veux avoir des résultats, il faut se professionnaliser dès le début. En fait, il faut avoir ton numéro de TVA, il faut avoir une structure, etc. Sinon, tu vas te bloquer de partout et ça va être très compliqué justement de pouvoir en faire. C'est ça. Et puis moi, ça arrive plusieurs fois, des personnes qui m'appellent, qui veulent créer une société, qui des fois veulent démissionner de leur poste, etc. Et je leur dis, enfin, ça se voit dès le début, une personne qui peut réussir, une personne qui va Mhm, échouer, parce que quand tu vois la formation qu'il a fait, quand tu vois le site internet qu'il a créé, mhm. etc., bah, on voit dès le début que, enfin, c'est compliqué que ça marche. Aujourd'hui, bah, il suffit pas de créer un site internet en une demi-journée et, comme tu as dit, comme il y a longtemps, et se lancer et puis ça va couler tout seul. C'est pas du tout comme ça. C'est Ouais, compliqué, il faudra se former, c'est plus compliqué que ça en a l'air. ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que pour toi, tu penses que si par exemple quelqu'un veut se lancer, qu'il est par exemple salarié aujourd'hui, on va dire, est-ce que tu lui recommandes de créer une boîte pour lancer justement son activité ou bien d'essayer de lancer son activité en parallèle justement d'être salarié et puis si ça marche, de lancer sa boîte à ce moment-là en prenant en compte justement ben, le chiffre qu'il a pu faire dans le passé pour justement le déclarer, quoi. Je pense que ça peut être plus raisonnable de se lancer en parallèle, garder Mhm. son poste et se lancer en parallèle pour voir comment ça va marcher, parce que ça ne marche pas toujours. Et sinon, si ça commence à prendre, oui, peut-être se Ok. focaliser à 100% sur cette activité-là. Après, j'ai des personnes peut-être qui ont fait de l'e-commerce avant, qui ont stoppé et ont rejoint un poste en salarié et du coup veulent revenir. Des fois, ils abandonnent complètement et se lancent à 100% sur l'e-commerce parce qu'ils ont déjà cette capacité-là. Ok, ouais, je vois, je vois. Mhm. Et une autre question qui me vient en tête aussi maintenant, parce que c'est vrai que c'est des cas de figure qu'on voit souvent, c'est par exemple Oui. deux potes qui ont entre 18 et 25 ou 30 ans, peu importe, et qui sont passionnés par le e-commerce, donc ils commencent à regarder plein de vidéos, ils achètent une formation, donc ils veulent se lancer. Et là, ils commencent à avoir des résultats, ils veulent se lancer à deux, ils veulent créer leur structure. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce que tu conseilles justement à un maximum de personnes de s'associer dès le début dans une structure ou bien de créer deux structures séparées selon l'expérience que toi tu as pu avoir, quoi? Après, ça dépend de plusieurs choses. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais la seule chose, par contre, que je déconseille, c'est faire les associations non réglementaires, c'est-à-dire sous la table. Ça, j'en ai vu des Mhm. problèmes qui Ouais, se sont passés par rapport à ça. Un exemple, par exemple, avec un redressement que j'ai eu assez conséquent, c'est qu'ils étaient sept associés et une des personnes avait sa société, sa micro-entreprise toute seule et ils étaient associés sous la table. Et quand la personne a eu un contrôle fiscal, du fait de très gros montants qu'elle a réalisés, bah, il n'y avait que cette personne-là qui a été ah visée ouais, par le fisc et c'était la seule qui a eu des problèmes alors qu'ils étaient sept dans la boîte. ouais. Ok, Donc, ok. faut faire, voilà, que ce soit par le biais de deux sociétés distinctes qui sont associées ou voilà, le plus important, c'est de faire une association réglementaire dans les règles. Ok, ok, je vois. Et juste avant de continuer avec le listing de questions que j'ai sous les yeux, une autre question qui me vient en tête, parce que c'est vrai que ben, nous, en Belgique, par exemple, c'est une question ben, qui revient souvent aussi, c'est au niveau des contrôles fiscaux. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as d'office un contrôle fiscal tous les ans avec ta boîte? Est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire? Comment est-ce que tu peux en avoir un en fait, les contrôles fiscaux? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose que les gens pensent, oh, j'ai pas envie d'avoir un contrôle fiscal, mais comment ça arrive et comment ça se passe concrètement en fait? Alors, c'est aléatoire. Après nos clients, par exemple, on a plein de clients qui ont eu des contrôles fiscaux. Ça s'est toujours très bien passé. C'est tenu, leur comptabilité est tenue par un expert Ouais. comptable qui respecte la loi. Il y a pas de raison pour que ça se passe mal.
Après, les contrôles fiscaux qui arrivent, qui se passent mal, c'est souvent des personnes, ce que j'ai marqué, qui sont en micro-entreprise et qui n'ont pas d'expert Mhm. comptable. Et du coup, la plupart du temps, dépassent les plafonds, ne déclarent Ouais. pas leur URSSAF, etc. Et, point très important, j'ai des clients qui me contactent après pour les accompagner dans leur contrôle fiscal, qui ont des contrôles fiscaux 2 ans, 3 ans après la fermeture de leur micro-entreprise, par exemple. Ah ouais. Mhm. Oui, oui. Et Ok. du coup, l'administration fiscale a accès à tout. Ils peuvent avoir accès à leur compte Revolut qui est fermé, ils peuvent avoir accès à leur Stripe, à Ouais. leur PayPal, à leur Shopify. Euh, Ouais, voilà, c'est ça, donc ok. voilà, il faut faire attention à ça. Et puis Ok. la plupart du temps, ce qui peut déclencher un contrôle fiscal, c'est un contrôle de la DGCRF. Donc peut-être qu'un client se plaint parce que ses produits ils sont reçus en mauvais état ou n'ont pas été reçus, et du coup, il fait une plainte à la DTPP, et du coup, à partir de ce contrôle-là, qui n'est pas un contrôle fiscal, peut découler un contrôle fiscal, par exemple. Ok, je vois, ouais. Donc ça peut être des facteurs externes qui amènent un contrôle fiscal. C'est pas seulement le fait que ce soit aléatoire. Parfois, voilà, si tu n'es pas professionnel dans ton business, comme tu dis par exemple avec les C'est produits, ça. ça peut amener des suspicions et donc on va se dire, bon, on va faire un contrôle fiscal pour voir qu'est-ce qui se Exactement. passe vraiment, quoi. Ouais. C'est ça, oui, exactement. Ok. Ok, top. Est-ce que maintenant, pour parler un petit peu plus d'Exilio, donc de ton cabinet, est-ce que tu peux nous faire un rapide brief sur les règles comptables et fiscales, en fait, plutôt à respecter, que tu dis, toi, de respecter à tes clients qui sont chez toi, quoi. Bah déjà, la première chose, c'est qu'il faut se déclarer avant de commencer. Aujourd'hui, il y a des statuts gratuits, comme la micro-entreprise, elle est gratuite, pas besoin d'expert comptable, pas besoin de tenue de comptabilité, il faut juste se déclarer gratuitement pour se professionnaliser. Donc déjà, il faut se déclarer. Deuxième chose, il ne faut pas trop rester sur le statut de micro-entreprise parce qu'il n'est pas du tout adapté à l'e-commerce. Il faut juste basculer en société quand vous commencez à faire du chiffre. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup d'e-commerçants veulent faire de l'optimisation, etc. Mais plusieurs personnes qui ont fait 500 000 euros de chiffre d'affaires sur une micro-entreprise et ils se retrouvent à avoir payé plus de 100 000 euros en charges sociales alors qu'ils pouvaient très bien les éviter en basculant vers une société commerciale. Ok. Et puis voilà, le reste c'est vraiment au cas par cas. Mais là, pour moi, c'est les deux plus gros conseils que je peux donner. Ok, top. Par rapport à la TVA, moi j'avais une question aussi. C'est quoi en fait finalement aujourd'hui les nouveautés par rapport à la TVA en dropshipping? Parce qu'il y en a plein voilà, on entend beaucoup en fait enfin, autour de nous des bruits qui disent la TVA a changé dans le dropshipping, c'est différent d'avant, tu es obligé de la payer. D'autres qui vont te dire ouais, il faut pas la payer. C'est quoi finalement les nouveautés par rapport à la TVA et qu'est-ce qu'il y en est réellement et concrètement par rapport à la TVA en dropshipping en France? Alors, concrètement, aujourd'hui, les règles de TVA en 2023, et ça, je parle en connaissance de cause, après avoir échangé longuement avec l'administration fiscale, après avoir eu des rescrits fiscaux et des écrits de la part de l'administration fiscale qui valident ce point-là. Alors, je vais parler un peu en général, mais c'est toujours au cas par cas. Il y a des moyens d'être exonéré de la TVA aujourd'hui en 2023, mais c'est au Mhm. cas par cas. Voilà. Ok. Ensuite, avant-dernière question que moi j'avais notée, c'était que j'avais entendu, enfin moi je suis pas français donc je ne sais pas exactement, mais qu'il y avait eu des nouveautés pour justement la micro-entreprise en France. Qu'est-ce qu'il en est concrètement de ça en fait? Alors concrètement, c'est une super bonne nouvelle pour les e-commerçants et les personnes qui font du négoce, achat-revente de produits. Avant, sur le statut de micro-entreprise ou entreprise individuelle, on payait seulement sur le chiffre d'affaires. Par exemple, vous avez un chiffre d'affaires de X sur le mois, on payait un pourcentage de charges sociales dessus sans avoir la possibilité de déduire des charges, etc., comme en société. À partir de 2022, il y a la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés et du coup de commencer à payer ses impôts sur le résultat, comme en société, et plus sur le chiffre d'affaires. Et sans avoir à créer une société, une structure comme une SAS ou autre. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il n'y a pas que cette nouveauté-là sur la micro-entreprise, il y en a d'autres, mais on ne va pas s'étaler dessus. Par exemple, la deuxième, c'est que le patrimoine personnel et professionnel aujourd'hui en micro-entreprise est automatiquement séparé. Ah, c'est Donc pareil aussi. Ok, voilà. ouais. Ok, c'est intéressant. Mais je ne savais pas non plus qu'avant, c'était justement, les deux étaient liés en France, parce que c'est vrai qu'en Belgique, si t'es en personne physique, donc indépendant, les deux sont liés. Maintenant, directement que tu es en personne morale, donc quand tu as une société, les deux sont séparés aussi. Mais donc ça, c'est super bon à savoir, parce que ça permet justement d'être beaucoup plus serein aussi dans le développement de ton Exactement. business, de savoir que t'es pas lié directement à ta boîte, quoi. Et toi, aujourd'hui, justement, si tu avais un e-commerçant qui débutait ou bien même qui est déjà en place, ce serait quoi, en fait, les meilleurs conseils que tu pourrais lui donner pour lui, mais surtout aussi d'un point de vue fiscal, juridique, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais lui donner?
Alors, moi, comme une personne m'appelle au cabinet et il veut se renseigner sur la création de société, la première question que je lui pose, est-ce que tu as suivi une formation ou est-ce que tu t'es formé pour déjà jauger le sérieux de cette personne-là? Mhm, Euh, Parce que nous aussi, ça ne nous intéresse pas de créer des sociétés pour tenir la comptabilité d'une coquille vide pendant 2, 3 mois et avoir à la fermer parce que la personne, sur un coup de tête, voulait créer une société et finalement n'est pas du tout investie dedans. Donc, moi, c'est vraiment toujours ma première question. Quelle formation tu as suivie? Est-ce que tu t'es formé? Pour savoir est-ce que la personne est vraiment engagée dans son projet. Donc, pour moi, c'est très important de se former pour éviter plusieurs erreurs, pour apprendre de personnes qui ont fait ces erreurs-là, qui ont appris quelque chose comme ta formation, par exemple, que tu proposes. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est très important. Après, par la suite, deuxième conseil que je peux donner, éviter de frauder, essayer de faire les choses dans les règles. Essayer de faire les choses dans les règles parce que quand ça nous tombe dessus, bah, ça peut être mhm. très lourd de conséquences, quoi. Exactement, ouais. Ouais, je te rejoins, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment le deuxième conseil qui est le meilleur. C'est vraiment toujours jouer long terme, avoir une vision long terme Exactement. et quitte en fait à pas gagner tout l'argent qu'on veut dès le début, mais plutôt qu'il soit étalé sur plusieurs mois, plusieurs années. Parce que moi, franchement, j'en ai vu beaucoup aussi des personnes où ils ont eu l'appât du gain, ils ont voulu faire n'importe quoi en fait au niveau justement des règles fiscales. Pendant un an ou deux, bah, ces personnes-là ont avancé beaucoup plus vite que les autres, mais finalement, après 2 ans, ces personnes-là étaient game over, quoi. Ces personnes-là C'est ça, étaient mortes, exactement. entre guillemets, tandis que les autres, ben, ont Exactement. continué leur chemin et tout ça. Donc, c'est super important, ça, de se professionnaliser. Et c'est pour ça, voilà, que ben, moi aussi, de mon côté, avec ma boîte qui est en Belgique, dès le début, voilà, je me suis dit, il faut vraiment que voilà, je capitalise là-dessus, que je joue long terme, même pour avoir après. En fait, il y a plein d'avantages. Je peux avoir des crédits bancaires très facilement Exactement. en Europe pour investir dans l'immobilier, etc. Et pour moi, Exactement. la vision ne doit pas juste s'arrêter en fait au business en ligne comme le e-commerce. Ça doit vraiment aller beaucoup plus loin et se dire qu'est-ce qu'après je vais pouvoir faire de cet argent-là en fait. Est-ce que dans un autre pays, est-ce que je vais pouvoir le faire aussi, contrairement à l'Europe? Et justement, ben ça peut être une bonne question aussi. Toi, justement, tes clients qui génèrent de l'argent, qui ont justement cette vision long terme, qu'est-ce qu'ils font après de leur boîte, en fait, avec l'argent qu'il y a dedans? Est-ce qu'ils se versent des dividendes? Est-ce qu'ils commencent à investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qu'ils font concrètement de tout ça? Bah, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'immobilier par le biais de création de SCI, par exemple. On propose des montages super bien optimisés, par exemple, pour investir cet argent-là dans des SCI sur lesquels on va acheter un bien immobilier, qu'on va louer et que ce sera un rendement à long terme. Tu as parlé du mot long terme. Le long terme, c'est très important. Beaucoup de clients veulent faire de l'optimisation fiscale ou veulent faire un revenu, mais sur 6 mois, sur un an. Je leur dis, pour moi, ça, c'est pas de l'optimisation, ni voilà, c'est du très court terme. Il faut plutôt Mhm. voir à long terme, sur 10 ans, sur 15 ans. Pour moi, c'est ça le vrai business. Et même quand on parle d'optimisation fiscale, c'est toujours à long terme. C'est ça, ok. Ok, intéressant, ouais. Et juste pour conclure, vu qu'on parle maintenant d'investissement, etc., parce que c'est intéressant pour moi de le savoir et je pense même pour ma communauté, parce que quand on parle de e-commerce et de dropshipping, on parle de ça, mais on parle aussi de business de manière générale, comme je le disais. Donc, moi, j'essaie vraiment d'inculquer ça aussi à ma communauté, c'est de se dire, OK, ça va te permet de générer de l'argent, du cash flow, mais après, le but, c'est d'investir aussi dans l'immobilier et tout ça. Toi, justement, en tant qu'expert comptable français, tu recommandes de faire quoi à tes clients? Est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans l'immobilier enfin, par le biais d'une société? Parce que c'est plus intéressant d'investir dans l'immobilier en privé, en fait, donc de sortir de l'argent de sa boîte pour investir. J'imagine que c'est au cas par cas, mais de manière générale, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant que l'autre, quoi? Bah, en règle générale, moi, ça dépend des montants. Quand c'est des petits montants, je préconise de faire ça en personne physique. Quand c'est plutôt de gros montants et qu'on a recours à un emprunt bancaire, je propose d'ouvrir plutôt une SCI Ouais. avec des tâches spécifiques. Oui. Ok, ok, je vois. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc ça, c'était vraiment l'épisode numéro 1 avec Amine. L'épisode numéro 2 donc, sera vraiment axé sur les cryptos. Donc l'épisode 2 sortira d'ici quelques jours, voire quelques semaines sur la chaîne YouTube. On vous oublie pas parce que je sais que vous êtes aussi pas mal nombreux par rapport à toutes les questions que vous pouvez poser sur les cryptos, etc. Donc si vous voulez justement contacter Amine, Amine, je mettrai justement le nom de ton site, enfin le lien de ton site, donc Exilio, directement dans la description. Je mettrai également donc ton WhatsApp si jamais les gens veulent te contacter, si jamais ils ont des questions, etc. Donc, si jamais vous voulez contacter Amine ou son cabinet, si vous avez des questions, ça se passe directement dans la description. Il n'y a que deux liens. Donc, il y a le lien de son site web et alors le lien également de son WhatsApp. Donc, vous pouvez aller voir tout ça directement dans la description. Encore une fois, Amine, merci beaucoup pour la vidéo. Franchement, Ouais, c'était c'était un un plaisir. plaisir. Et je pense que ça va plaire pas mal à la communauté. Et en tout cas, j'ai hâte de faire cette deuxième vidéo-là aussi avec toi pour justement tout ce qui est aspect crypto. D'ailleurs, si vous avez aussi des questions sur tout ce qui est crypto, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, je pourrais reprendre vraiment genre le top 10 des questions les plus pertinentes qu'on pourra traiter lors de la deuxième vidéo qu'on fera ensemble, quoi.
Donc, merci Amine encore une fois et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.